Au sommaire des actualités TVCO cette semaine, l'activité reprend à la MRC de Charlevoix et dans les conseils municipaux. Le musée maritime de Charlevoix ira de l'avant dans son grand projet pour protéger ses goélettes. Beaucoup de nouveautés au marché de Noël de Baie-Saint-Paul. Les moulins de l'île veulent renouveler leur expérience touristique. Les enfants de 4 ans apprennent la marche athlétique. Et enfin, au sport, on parle d'une entente entre les Sentiers des Caps et le massif de Petite-Rivière. Bonne émission. Suite aux dernières élections municipales, les activités reprennent tant à la MRC que dans les conseils municipaux. Et pour faire le point là-dessus, j'accueille Élisabeth Pailleur. Élisabeth, bonjour. Bonjour, Martin. Alors, Élisabeth, soulignons tout de suite que le Conseil des maires de la MRC a procédé à l'élection d'un nouveau préfet. Oui, et il s'agit de Pierre Tremblay, qui est également maire élu par acclamation aux éboulements. À noter que Claudette Simard reste préfète, mais par remplacement. Également, lors de cette première rencontre, la MRC a pris des positions assez fermes sur 2 dossiers. Vous pouvez nous renseigner là-dessus? Oui, d'abord, le massif. Donc, dernièrement, dans l'actualité, c'est sorti comme quoi le massif retirait la gratuité scolaire. Les maires à la MRC se sont sentis interpellés. D'ailleurs, les commentaires qui revenaient, c'était que les jeunes doivent rester actifs, donc doivent avoir accès à ce genre d'activité. Alors, il y a une résolution qui a été adoptée à la MRC. Oui. Les maires veulent adopter également cette résolution dans le prochain conseil de ville. Et suite à leur sortie finalement publique, oui. Eh bien, le vice-président, M. Nicolas Racine, vice-président du groupe Le Massif, les interpelle, donc leur demande de se rencontrer la semaine prochaine, le 3 décembre. Donc, ça va bouger. C'est pas final dans le dossier de la non-gratuité des étudiants au massif. Absolument. Il y a eu également un autre dossier, toujours dans l'actualité. Le dossier des ambulanciers a également été abordé à la table des maires de la MRC. Oui, un dossier qu'on a suivi d'ailleurs dans les dernières semaines. Donc, juste rappeler que suite à l'ambulance qui ne s'est pas rendue sur place à la municipalité de Saint-Urbain. Oui. Donc, les maires ont décidé, en fait, la mairesse de Saint-Urbain et le maire de Baie-Saint-Paul ont d'abord adopté une résolution en conseil de ville, ce qui a été amené à la MRC également. Donc là, maintenant, c'est tous les maires qui soutiennent les ambulanciers. Ils désirent que l'horaire de faction devienne un horaire à l'heure. Et j'ai également pu m'adresser à René Lavoie, qui est donc responsable syndical, et il nous disait que dans les prochains jours, il y aura des actions dans Charlevoix. Donc, ça va être vraiment à suivre. C'est un dossier chaud. Là. Parce que les ambulanciers sont mobilisés sur cette question. Oui, absolument. Ils trouvent que ça n'a toujours pas de bon sens. Autant Charlevoix-Ouest que Charlevoix-Est qui soit débordé comme ça, puis finalement, ils se ramassent à travailler 24 heures sur 24. Là, ça n'a pas de bon sens. À suivre de ce côté-là, mais on sent en tout cas qu'il y a un consensus qui se dégage à appuyer les ambulanciers. Il y a également eu beaucoup d'activités dans les différents conseils municipaux qui reprenaient service également cette semaine. Pouvez-vous nous faire une petite tournée là-dessus? Oui, donc dans 4 municipalités, on va regarder ça ensemble. Martin, d'abord à Baie-Saint-Paul, la fameuse aréna Luc et Marie-Claude, qui est un projet évalué à 6,3 millions de dollars. Il y a un règlement d'emprunt qui a été adopté cette semaine de 1,8 million de dollars. Les gouvernements vont contribuer pour environ 3,8 millions de dollars et la MRC pour environ 750 000 dollars. Et on annonce une soirée d'information, de consultation là-dessus. Qui est la phase 2, finalement. Cette soirée publique sera diffusée sur nos ondes de TVCO le 2 décembre à compter de 19h30. Dans les autres municipalités, on continue notre tournée? Oui, juste avant, il y aurait un autre point à Baie-Saint-Paul. À Baie-Saint-Paul, oui, OK. Donc, au niveau de l'éolien, on en avait déjà discuté, comme quoi Baie-Saint-Paul était vraiment intéressé. Il y avait une possibilité, donc, d'investissement. On parle encore ici du secteur des terres du séminaire de Québec. Donc, il y a un règlement de zonage qui est à l'heure actuelle en train d'être évalué, si je peux dire. Et il y aura une consultation publique. Il y a eu consultation publique le 22 novembre.
et il n'y avait aucune opposition. Donc, le projet va de l'avant, si je peux dire. Donc, il y a un promoteur qui va implanter d'autres éoliennes à Baie-Saint-Paul. Oui, on parle entre 60 et 80 éoliennes. C'est un gros parc. Oui, absolument. Et c'est l'entreprise Boralex qui s'occuperait de ce projet. Le maire de Baie-Saint-Paul, M. Pilote, pour lui, c'est possible que la Ville participe au financement et que la MRC également participe, comme pour le secteur Rivière-du-Moulin, qui accueille à l'heure actuelle des éoliennes. Ça bouge également dans les autres municipalités. Oui, donc je poursuivrai avec l'île aux Coudres. J'ai recueilli 2 sujets. M. Dufour, le nouveau maire. Oui, exactement. Qui ne lésine pas, je dirais, là, à l'heure actuelle. Il est déjà dans le feu de l'action. Au niveau des traversiers... Fameuse question. Exactement. Bien, la semaine dernière, il y a eu une grève des employés de 3 jours, ce qui a occasionné là, quelques défis, si je peux dire, techniques. On sait que cet été, c'était déjà un peu difficile. Il y avait seulement un traversier, les heures changeaient. Donc, ce qui sera à surveiller là, dans les prochains mois, c'est vraiment comment vont réussir à gérer le trafic des citoyens, des travailleurs, mais également des touristes qui seront dans la région pour le temps des fêtes. C'est un enjeu majeur, mais je sais également que la question de la localisation du quai refait surface également. Tout à fait. Donc, M. Bouchard qui souhaiterait que le quai soit un petit peu plus vers l'ouest. Là, on parle du quai de l'île aux Coudres, bien sûr. Absolument, de l'île aux Coudres. Et à l'heure actuelle, donc de l'autre côté de la rive, ce serait vers Cap-au-Diable. Donc, c'est encore en pourparlers. On n'est pas arrêté encore sur l'endroit où les quais seront établis. Oui. La réalisation du dossier d'opportunité, on parle ici de 4 millions de dollars qui sera versé par le gouvernement. Le dépôt se fera au printemps 2022. Donc, tout ça devrait débouler. Ça va demeurer dans l'actualité d'ici là. Absolument. Je poursuis donc maintenant avec Petite-Rivière-Saint-François. Oui. On parle peut-être d'un référendum. Je ne sais pas si vous vous souvenez des 2 règlements qui avaient soulevé énormément de questions. Les fameux règlements sur les résidences touristiques. Absolument. Donc, il y en avait un qui se penchait vraiment sur le contingentement des résidences de tourisme. Et le second, modification des distances entre les résidences. On ajoutait un 75 mètres entre les résidences. Donc, on a obtenu 48 signatures en désaccord. Donc là... Il en fallait combien pour déclencher le processus de référendum là-dessus? Il en fallait 42. Donc, la Ville est obligée d'y aller? Non, parce que le Conseil a la discrétion d'aller en référendum ou d'abandonner le projet. Si la municipalité décide d'abandonner le projet, bien, ce sera un emprunt ou un règlement d'urbanisme qui s'appliquera à ce moment-là. Et en terminant, ça a aussi bougé à Saint-Urbain. Oui, eh bien, on a un emprunt de 350 000 $ pour racheter la résidence au gré du temps. On se rappelle, ça a fermé au mois d'août dernier. Oui. Et ça a été mal ressenti dans la communauté. Ça a fait mal, la fermeture de cette résidence pour personnes âgées à Saint-Urbain. Oui, parce que la population est de plus en plus vieillissante. Alors, on se sent un peu, comment je dirais, abandonné, si je peux dire. Les gens qui étaient déjà là ont été relocalisés, évidemment. Mais ça pose beaucoup de questions pour le futur. Donc, que va devenir ce bâtiment? Est-ce qu'on sait, est-ce que la Ville s'est avancée là-dessus? C'est toujours inconnu, Martin. Donc, c'est vraiment à suivre. Puis, c'est un peu inquiétant, je trouve, de ne pas avoir de plan B, si je peux dire, pour ces gens-là. Bien, ils sont relocalisés, évidemment. Mais que va-t-il arriver des prochaines personnes âgées qui résident à Saint-Urbain et qui voudraient demeurer à Saint-Urbain? C'est une question qui sera à suivre. Elisabeth Pailleur, merci beaucoup pour ce tour des actualités au niveau municipal. Merci beaucoup. Merci. Après plusieurs années d'efforts, le conseil d'administration du Musée maritime de Charlevoix a enfin pu dire qu'il allait de l'avant dans son grand projet de restauration de ses goélettes. C'est le 20 novembre dernier que le Musée maritime de Charlevoix a procédé à une importante annonce pour la protection des goélettes. Je suis très contente de pouvoir vous dire que ce matin, je vous annonce que le gouvernement du Québec accorde une subvention de près de 5 millions de dollars au Musée maritime de Charlevoix. Ça fait partie, les goélettes, de l'histoire profonde de Charlevoix. Et c'est pas une blague quand on le dit, là. C'est notre patrimoine, c'est notre identité. Je le dis à chaque fois. Et il y a de ces institutions, bien sûr, j'aime toute ma circonscription, j'aide tout le monde, mais il y a de ces institutions auxquelles on s'attache un peu plus. Et le Musée maritime en fait partie. La ministre de la Culture et des Communications du Québec veut préserver
le patrimoine des goélettes. C'est un lieu de mémoire, un lieu d'histoire, un lieu qui raconte qui nous sommes, qui sont les Québécoises, les Québécois qui ont forgé et formé le Québec d'aujourd'hui. Et c'est important de venir ici parce que c'est une beauté. La nature, le paysage est absolument exceptionnel. Et également les artefacts qu'on retrouve et ces bateaux. Des bateaux comme ça, il n'y en a plus. Il n'y en a plus au Québec. Et pourtant, c'est fabriqué ici, fabriqué à la main, en bois. Il faut en prendre soin, il faut les entretenir. Et avec les sommes qu'on annonçait ce matin, on va les protéger. On va les protéger des intempéries parce qu'ils sont très fragiles. Il y a beaucoup de neige ici l'hiver. Alors imaginez le poids de la neige sur ces structures fragiles. Donc elles seront protégées, elles seront couvertes. Puis il y aura aussi des travaux de restauration qui seront faits. D'importants travaux d'entretien doivent être réalisés sur la goélette l'Agent Yvan. On a fait des moyens pour pouvoir faire des réparations d'urgence. D'ailleurs, la première étape va consister à ni plus ni moins entourer la coque de l'Agent Yvan d'une espèce de corset pour la consolider pour pas qu'elle s'écrase. Parce que la coque est devenue beaucoup plus souple et malheureusement, c'est le poids. Donc, le poids de la neige l'hiver qui est difficile pour le bateau. Afin de commémorer la tradition, une cérémonie de la monnaie a été réalisée lors de l'annonce de cette importante contribution gouvernementale. La gardienne, désormais, des pièces de monnaie qu'elle glissera quand on va remettre l'Agent Yvan sur sa dalle de carénage et donc juste avant qu'on se mette à l'abriter. Donc, Manon, ça reste sur ton bureau, puis c'est précieux. Madame la ministre, auriez-vous une pièce pour Manon? Beau 10 sous, 17, 10 sous, pour vous. Madame Foster, la députée de Charlevoix, auriez-vous une pièce pour nous? Oui, un beau 10 sous avec du On a choisi les nouvelles pièces du Blue Nose frappées par la monnaie canadienne, mais nous avons su entre les branches qu'ils pensaient sérieusement à faire une pièce de monnaie à l'effigie des goélettes. Les travaux de grande envergure débuteront dans quelques jours. Le marché de Noël de Baie-Saint-Paul est de retour cette année avec beaucoup de nouveautés et nous avons rencontré ses organisateurs. Ça se passe super bien. On a vraiment des belles équipes, des beaux partenaires. Tout le monde ensemble, dans le fond, travaille pour faire la magie apparaître. Là. Donc, on a aussi une belle gang de bénévoles qui nous aident. On est super chanceux. Ça avance vraiment bien. Cette année, la population est invitée à découvrir les artisans locaux et québécois dans une atmosphère festive et conviviale. On a à peu près 22 cabanes ici, donc on va retrouver plusieurs, soit des artistes, des artisans, des gens en agroalimentaire. On a aussi, dans le fond, les cabanes qui sont derrière toi, devant le carrefour culturel. Ça va être plus les cabanes nourriture. Puis, il y a aussi, il ne faut pas oublier, à l'intérieur du carrefour culturel, on a 12 exposants qui vont être présents en haut et en bas. Ça va être un parcours, dans le fond, que les gens vont pouvoir faire là, en rentrant par en haut, passant par en bas, puis à la sortie. En plus des objets artisanaux, il sera possible de déguster des produits, des alcools de la région, tout en dansant dans l'espace Bonne Franquette. On a comme deux pans dans la programmation. On a les spectacles, on dirait 5 à 7, donc le vendredi 26 novembre, samedi 27, le vendredi 3, samedi 4 décembre. On ouvre, dans le fond, on va inaugurer un peu l'espace ici, tout ça. Ce vendredi, à 16h30, il va y avoir quelques mots de bienvenue, tout ça. Et à 17h, ça va être Sarah Dufour qui va faire un spectacle dans le kiosque musical. Donc, Sarah est en tournée du Festival École et on lui fait terminer. Juste avant, elle fait un spectacle au Centre Bell samedi avec les Cowboys fringants. Donc, c'est un petit avant-goût de son spectacle au Centre Bell. Le samedi 27 novembre, on a So Called. C'est un coup de cœur du festif. On l'a eu l'été dernier à la Maison Abandonnée. Il va être là en trio, donc ça va être vraiment super bon à 17h le samedi. À travers ça, dans la fin de semaine, on a plein d'artistes locaux qu'on fait venir. Dans les 2 fins de semaine, on va avoir entre autres Caractère Gras, c'est un groupe entre autres avec Denis Harvey, Ludovic Dubois, des habitués, des musiciens de longue date à Baie-Saint-Paul. On va avoir Sandy Valiquette qui va être là aussi, une autre artiste locale, David Hoff qui va être présent.
Éric Larochelle aussi. On va avoir les Mères Noël. On a tout plein d'artistes locaux comme ça qui vont être là durant la journée à l'Espace Bonne-Franquette. La deuxième fin de semaine, le vendredi 3 décembre, on a le groupe traditionnel de temps en temps qui vont être là à 17h. Et le lendemain, le 4 décembre, on va avoir DJ Champion qui va venir faire un spectacle. Donc, il vient pour beaucoup pour le plaisir. Donc, on le connaît bien puis il voulait être ici. Le marché de Noël a encore sa place et permet de tisser des liens dans la communauté. Je pense que c'est précieux pour la communauté, c'est précieux pour les exposants aussi, puis pour les gens qui viennent nous visiter. Il y en a que c'est à chaque année, là, c'est un rituel. Là, donc, on vient au marché de Noël de Baie-Saint-Paul. Puis je pense que cette année, on va pouvoir, avec toute l'organisation mise ensemble, là, surprendre plusieurs. L'organisation du festif offre d'ailleurs bénévolement à Baie-Saint-Paul les spectacles et la gestion de ceux-ci. Une façon de contribuer et de s'impliquer encore plus. On voulait offrir ce cadeau-là. Les artistes offrent un cadeau au festif puis au marché de Noël parce qu'ils viennent en premier par plaisir. On est allé chercher des artistes avec qui on a des bons liens, donc on est capable d'offrir des spectacles de qualité. Les spectacles sont gratuits aussi pour tout le monde, donc c'est pour ça que je disais, il y a des cadeaux de toutes parts dans ce projet-là. Il sera également possible cette année de payer avec la nouvelle monnaie locale. Donc, les gens vont pouvoir, dans certains kiosques, payer avec la chouenne. Donc, dans le fond, quand on parle de la chouenne, c'est soit en papier ou avec l'application. Donc, ça va être un mode de paiement. Sinon, bien, c'est sûr qu'on a l'argent comptant qui reste le canadien, l'argent, un mode de paiement et la carte de crédit ou de débit. Donc, les gens vont pouvoir utiliser ce qu'ils préfèrent. C'est sûr que si ils peuvent utiliser la chouenne pour encourager l'économie locale, là, nous, on est très heureux de ça. Pour la programmation complète et plus encore, rendez-vous sur le site de l'Association des gens d'affaires et sur les réseaux sociaux. Les moulins de l'île aux Coudres veulent renouveler l'expérience touristique offerte à leurs visiteurs. On en parle avec Caroline Perron. Caroline Perron, bonjour. 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 Tout d'abord, on sait que vous avez des projets, on va en parler dans quelques minutes, mais parlez-moi d'abord de la saison que vous venez de vivre. Comment a été votre saison touristique? Écoutez, on était encore en période de pandémie. Contrairement à 2020, on avait quand même acquis des connaissances, des façons de faire, si on peut dire, qui nous ont permis à la base de débuter notre saison au moment où on devait le faire. C'est-à-dire qu'en 2020, on avait débuté la saison seulement en juin. Tandis qu'en 2020, on a pu ouvrir là... en 2021, oui. C'est ça, en 2021, c'est-à-dire, excusez, en mai comme c'était prévu. Donc, on a eu une très belle saison. Je vous dirais qu'au niveau des mesures sanitaires, ça a très bien été et on a eu même une hausse encore de l'achalandage. Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner là-dessus? Écoutez, de mémoire, on a dépassé le 20 000 visiteurs là, qui est venu visiter le site des Moulins, qui a vraiment payé son droit d'entrée. Mais ça, on ne compte pas dans ce chiffre-là tous les gens qui reviennent d'année en année pour juste acheter la farine, parce que la farine a connu encore un gros succès. Un très gros succès, une hausse de la popularité. Donc, ça fait en sorte que les gens reviennent simplement. Ils nous disent, on a fait notre visite, mais là, on vient racheter la farine. Donc, ça fait en sorte que ces clients-là, c'est rendu des réguliers qui viennent d'année en année. Qu'est-ce que vous avez comme témoignage de l'expérience des visiteurs cet été, mais aussi de leur expérience à l'île aux Coudres? Parce que c'était pas évident de se rendre à l'île aux Coudres cette année. Bien, nous, je vous dirais là, que les gens qui sont... Puis c'est vraiment en général, là, quand les gens sont arrivés au moulin de l'île aux Coudres, alors ils viennent pour une visite au moulin. Donc, c'est ça qu'ils vont prévoir, pas un petit 5 minutes. Là. Donc, les gens arrivaient préparés. C'est très rare qu'on a vu des gens arriver en fin de journée qui disaient, bon, on manque de temps. L'autre option aussi, c'est que ce qu'on offre chez nous, c'est que si les gens viennent débuter une visite en fin de journée, et dans le fond, ils n'ont pas le temps de compléter parce que le site ferme. On lui permet de continuer la visite le lendemain. Leur billet est toujours bon. Alors ça, c'est une mesure qui est grandement appréciée. Donc, les moulins vont bien. Les moulins tournent bien, devrait-on dire. Et ça vous permet d'avoir des projets pour les années prochaines. Et on apprend cette semaine que la MRC vous a octroyé un support financier pour remettre à jour votre expérience muséale. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Effet. Alors, je profite de la tribune pour remercier justement la confiance que nous accorde la MRC de Charlevoix, nous accordant cette aide financière pour la réalisation de ce projet. On parle d'une vingtaine de mille dollars, c'est ça? Alors, le montant s'élève à 10 300 Oh, pardonnez, oui, 10 300, OK. C'est ça. Et c'est quand même un projet qui se chiffre au-delà de 200 000 Donc, on attend la confirmation d'une aide parce qu'on a déposé le projet au programme de renouvellement des expositions permanentes au ministère de la Culture. Donc, c'est certain que cette aide-là est considérable et on va attendre de voir si notre projet reçoit l'aval du ministère avant d'aller de l'avant, évidemment. Est-ce que vous pouvez nous présenter les grands aspects de ce projet de remise à jour de votre expérience au musée, au Moulin? Oui, dans le fond, ce projet vise le renouvellement comme un peu en 3 volets. On a la salle Pierre-Perrault, qui diffuse des films en continu, les masques de mi-carême, aussi Caméramage. Alors, on veut vraiment refaire à neuf cette exposition et aussi amener un côté plus actuel, plus avec les nouvelles technologies qu'on connaît pour la salle Pierre-Perrault. Également, la Maison du Meunier. La Maison du Meunier, l'exposition avait été faite en 2012 également, donc ça va dater de plus de 10 ans l'année prochaine. Donc, également, on veut vraiment mettre l'accent sur l'histoire des meuniers. Et tout cela est bien sûr, vous l'avez mentionné, conditionnel à l'octroi par le ministère de la Culture des fonds requis pour réaliser le projet. Tout à fait. Alors, c'est sûr que si notre projet n'est pas reçu, on ne pourra pas aller de l'avant. Mais le fait qu'on ait des partenaires du milieu qui donnent déjà leur appui, c'est sûr que c'est déjà des points pour nous, si on peut dire. Alors, d'ici à ce que vous receviez des réponses, j'aimerais savoir de quoi se refait votre hiver? Est-ce que c'est encore possible de vous visiter? Est-ce qu'on peut aller s'acheter de la farine? Racontez-nous qu'est-ce que vous nous offrez pour les prochains mois? Alors, pour les prochains mois, nous, on va se concentrer sur les activités qu'on offre au groupe scolaire. En parallèle, on a déposé aussi un projet pour faire une nouvelle activité, offrir une nouvelle activité qu'on va pouvoir aller diffuser dans les écoles de toute la grande région de Charlevoix. Également, la pandémie nous a amené des belles choses, c'est-à-dire que maintenant, on a une offre en vidéoconférence, alors pour les ateliers. On a eu quand même au-delà de 14 groupes l'année dernière. Alors, la période hivernale, c'est-à-dire, nous permet de se concentrer sur cette clientèle. La clientèle scolaire, oui. La clientèle scolaire. Parce que c'est sûr qu'on ne peut pas visiter le site des Moulins à l'hiver actuellement. Est-ce que la boutique est ouverte? La boutique, non. Nous, là, c'est vraiment... C'est vraiment réservé au groupe scolaire. C'est ça. Et c'est vraiment l'achat en ligne de nos farines. Alors, allant sur notre site Internet, il y a un lien qui vous redirige vers le site charlevoixenligne.com. Alors, c'est possible d'acheter nos farines. Et on a quelques points de distribution également à l'île aux Coudres. Si les gens viennent de passage, peuvent trouver nos petites pochettes également. Alors, Caroline Perron, ça sera un plaisir d'aller vous visiter à nouveau au printemps. Bonne chance dans vos projets et merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli. C'est un rendez-vous. On vous attend. Monsieur Ouellet, vous devez revenir nous visiter. C'est promis. Au plaisir. Il n'y a pas vraiment d'âge pour apprendre à faire du sport, comme nous le démontrent ces jeunes de 4 ans qui apprennent la marche athlétique. Avec la collaboration financière du Club optimiste de Baie-Saint-Paul, les enfants du jardin à Maisonneuve ont exploré la marche rapide en compagnie d'un champion provincial de la marche athlétique. On s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne présenterait pas ce sport-là? Les jeunes sont en développement, hein? Puis l'idée, c'est pas de les spécialiser dans rien, c'est pas de leur proposer ça, dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, c'est de leur faire essayer plein de choses. T'sais, il peut y avoir le judo, le baseball, le hockey, la marche. Pourquoi pas la marche? Pendant 6 semaines, les enfants de 4 ans ont évolué en suivant une structure ludique en compagnie de leur éducatrice Diane Amiotte pour les familiariser à cette discipline. Dans le fond, ils ont comme une espèce de contrainte, ce qui fait que ça les force à développer, je dirais, d'autres choses que juste lâcher leur fou. Donc, étonnamment, là, avec la majorité des jeunes, là, ça s'est super bien passé. C'était comme une première expérience avec des tout-petits comme ça. Là. On avait fait un pré-test là, cet été là, avec 2-3 jeunes là, pour leur faire voir là,
comment ça allait. Là. Le 23 novembre, nous avons assisté à la dernière séance de marche rapide des tout-petits qui consistait à réaliser un aller-retour sur une distance de 200 mètres. Un réchauffement d'une dizaine de minutes a permis au groupe de revoir les mouvements de base avant de commencer le parcours. Une fois l'aller-retour effectué chez tous les enfants, les bénévoles du Club Optimiste leur ont remis un diplôme et une médaille pour souligner leur participation et leur apprentissage. Les jeunes, on le sait, là, au Canada, au Québec, les jeunes, ils ne bougent pas assez. Là. Ils passent trop de temps en position assise, trop de temps d'écran, trop de temps de tablette. C'est bien, bien connu. Ils n'atteignent pas encore les recommandations canadiennes en termes d'activité physique. Donc, il faut leur présenter des choses. Ils deviendront peut-être pas tous des marcheurs, mais s'il y en a un ou deux là-dedans qui vont apprécier cette activité-là, bien, ça fait déjà ça de fait. On aurait réussi à rejoindre peut-être un ou deux avec cette activité-là. Cet hiver, une activité de raquette est prévue afin de continuer à sensibiliser les enfants en bas âge et à leur inculquer de bonnes habitudes de vie. Élisabeth Pailleur, pour TVCO. C'est maintenant le temps de parler de sport local et également du sport des Grandes Ligues en compagnie de Maxime Jodoin. Maxime, bonjour. Bonjour, Martin. Maxime, on a une bonne nouvelle cette semaine. Le Sentier des Caps a conclu une entente avec le massif de Charlevoix pour l'utilisation des sentiers. Oui, alors vraiment, là, un beau partenariat, on va l'avouer, parce que c'est une entente qui a été conclue. Et ça, bien, c'est bien parce qu'on propose une programmation variée pour une clientèle sur 4 saisons. Et c'est ça vraiment là, qui, je trouve, qui fait un peu offre à la demande, qui vient mousser le tout. Qui répond à l'offre, oui. Exactement. Donc, pour les clients du massif, cette entrée-là, on va avoir un accès gratuit au sentier de randonnée pédestre et au sentier de raquette également dans le secteur. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle qui a été annoncée par rapport à ça. Okay. Également, pour les visiteurs du Sentier des Caps, bien, eux, ils vont pouvoir profiter d'un escompte sur les tarifs pour participer également aux activités du massif. Donc, comme on dit, viens jouer dans ma cour, je vais aller jouer dans la tienne. Oui, et ça permet de relier des sentiers l'un à l'autre. Il y en a un qui part à Saint-Tite-des-Caps, l'autre part à Petite-Rivière. Absolument. Donc, on fait un peu, là, on se relaie finalement là, pour profiter encore plus de l'offre et de la demande là, qui va augmenter avec le temps. Également, pour les détenteurs de billets de vélo de montagne, ça, on veut le préciser, c'est que on va avoir accès à un réseau de vélos en sentier. Là, attention, parce que ce réseau-là que je parle, il n'est pas encore présent, mais ça va en devenir dans les prochaines années. Mais déjà, on annonce... Dans l'entente, on prévoit. Exactement, on prévoit ça. Donc déjà, là, on peut affirmer que pour ceux qui ont des billets, l'offre va être là quand les sentiers vont être prêts. Alors, vraiment, l'offre d'activité ne cesse de s'élargir. Hein? Oui, bien, le vélo de montagne, ça ouvre des nouvelles perspectives. Oui, bien, on dirait que le vélo de montagne, depuis un certain temps, on en a parlé, là, c'est ça on dirait qui perce le marché, hein, ça perce davantage. Et c'est important parce que les deux points, le massif et le Sentier des Caps, eux, cherchaient à offrir un surplus avec le temps qui s'en vient. Et bien là, eux, évidemment, je pense qu'ils ont réussi à faire un point particulier avec cette entente-là. Donc, les deux sont contents. Et ce sont des voisins, donc c'est du bon voisinage. Et voilà, donc les bons voisins qui vont se voisiner, je vais le dire comme ça, en bon grand terme. Oui, absolument. Merci. Parlons de votre club favori, Maxime Jodoin, le Canadien de Montréal. Oui, bien, le club de qu'est-ce qu'on peut ajouter qui ne soit pas triste? Écoutez, vraiment, là, moi, je vais miser sur le mois de décembre, parce que ça s'en vient bientôt. Ouais. Ça va être un gros mois de décembre, et moi, je l'ai appelé un mois de décembre tel une montagne. C'est comme ça que je l'ai surnommé, parce que j'ai l'impression que le mois de décembre va vraiment venir dire à l'équipe, vous faites les séries ou vous ne les faites pas. Pour certains, c'est pratiquement déjà dans le ciel, écrit dans le ciel, mais... Qu'ils ne feront pas les séries. Oui, mais là, ce mois-là va vraiment venir décider qu'est-ce qui arrive. Parce que là, dans le mois de décembre, là, on a Colorado, on a Tampa Bay, on a Pittsburgh, on a Saint-Louis. En partant, déjà, la montagne, vous voyez le lien un peu que je fais, là? Elle est là. Soit on réussit à l'escalader, oui, soit on déboule en bas de la montagne. Soit on déboule en bas de la montagne. Okay. Et là, sur 13 matchs, on parle de 5 à domicile, 8 à l'étranger. Et connaissant que Montréal, à l'étranger, sont incroyablement tristes. Mauvais, pour ne pas dire le mot. Oui, ça va être difficile. Et moi, j'ai l'impression que plus ça va, plus que l'équipe attend Carey. J'ai l'impression que là, on joue pour que le gardien s'en vienne, entre guillemets, nous sauver. Donc là, on joue à l'attente de Carey. Et en attendant qu'il revienne, il faut tenir le fort parce que même si on perd, on a 82 matchs à jouer pareil. Fait que c'est comme ça que ça va. En attendant le retour de Carey, moi, il me fera plaisir de vous accueillir à nouveau sur le plateau des actualités. Avec grand plaisir, Martin. Merci beaucoup, Maxime Jodoin. Alors, c'est tout pour cette semaine. On espère que ça vous a plu. Et au nom de toute l'équipe de TVCO, je vous souhaite une bonne semaine.